On va avoir le plaisir d'accueillir le professeur Jean-François Dufour. Alors, c'est un grand plaisir pour moi et je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. Parce que c'est l'essence même des SOS Hépatite. Chaque année, on essaye d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Le monde est pathologique et petit et on tourne vite entre nous. Et l'idée, c'est de mettre dans notre réflexion, dans l'avenir de la réflexion des malades, des idées qui viennent d'ailleurs. Et cette année, on est content d'accueillir des gens qui viennent de la Suisse. Monsieur Dufour est président de la Fondation suisse contre le cancer du foie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et naturellement, il en est arrivé à se poser des questions sur la diététique. C'est-à-dire comment on passe du cancer du foie à la diététique. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir aujourd'hui travailler avec nous sur la question qu'on lui a posée. C'était alimentation et muscle, quelle stratégie diététique? Effectivement, on demande souvent à nos diététiciennes dans les services d'appliquer, allez, on va mettre des gros mots, des régimes. Et les malades viennent souvent en disant « donnez-moi le régime qui va bien ». Alors qu'aujourd'hui, on veut bannir ce mot-là. On parle de rééquilibrage alimentaire, on parle d'autres choses. Et c'est vraiment important que vous nous aidiez à impulser ces stratégies diététiques qu'il faut qu'on arrive absolument à mettre en place. Et on a vraiment l'impression que vous avez de l'avance par rapport à ce qu'on a fait et au moins de l'avance dans la réflexion. Donc merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement de la Suisse. Ça fait quelques kilomètres. On vous en remercie pleinement et de nous aider à poursuivre l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le plaisir est réciproque. C'est intéressant de voir que vous avez déjà le FIP4 implémenté automatiquement. En Suisse, c'est compliqué. On n'y est pas encore. Donc bravo. J'espère qu'on va pouvoir suivre votre exemple. Alors oui, alimentation MASLD, comme on va faire dans des régions où on mange aussi bien que chez vous. On va voir quelles sont les recommandations. Voilà. Alors, je vous donne déjà les points essentiels. Vous le savez, 25% d'entre nous ont un foie gras. Évitez les acides gras saturés, évitez le fructose comme la peste, en particulier les sodas. Suivre une diète méditerranéenne, éviter les aliments ultra transformés, ça on va y passer un petit peu de temps. Et une discussion qui passe bien avec les patients, c'est celle du jeûne intermittent. Donc 25% de la population dans le monde a un foie gras, 13% en Afrique, 30% en Amérique du Sud, 32% au Moyen-Orient. En Europe, on est aux alentours de 24-25%. Et quels sont les facteurs, au fond, dans notre façon de vivre qui sont importants? Donc ça, c'est une étude récente qui a regardé la consommation d'alcool, l'exposition à la cigarette, l'activité physique, le sommeil, c'est important. Quand on mange, quand on dort, on ne mange pas. Et puis, quel type de diète on a? C'est un questionnaire. Alors, quels sont au fond les modes de vie les plus importants pour nous à discuter avec les patients? Eh bien, c'est vrai, c'est le coach sportif. C'est vraiment ce qui est le plus important. On est très sédentaire, on est trop sédentaire et l'activité physique est en fait le mode de vie qui a le plus d'influence. Même si je vais vous parler de la diététique, je mentionne quand même ça. Ensuite, c'est vrai que c'est l'alimentation et ensuite, c'est la durée du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on va recommander à nos patients? On va passer en revue certains aliments et certains macronutriments pour voir qu'est-ce qu'on doit en fait leur recommander. Alors, en ce qui concerne les graisses, comme vous savez, on en a plusieurs types. Des acides gras polyinsaturés, dont les oméga-3, l'eicosapentaénoïque pentaénoïque et le docosahexaénoïque. Alors, eux, ils ont des propriétés importantes. Ils augmentent l'activité des PIPA, en particulier alpha, ce qui va conduire à une oxydation des acides gras dans le foie, diminuer la lipogenèse. Et ils ont aussi des effets anti-inflammatoires et sensibilisent à l'effet de l'insuline. On a les monosaturés, les MUFA, et puis alors on a les trans et les saturés, qui, eux, sont associés au risque cardiovasculaire. Alors, si on regarde la composition, alors, la plupart des études que je vais vous montrer, c'est des petites études à court terme. C'est toujours des études très difficiles à mener. Toutes ces études diététiques, c'est des études difficiles à financer et difficiles à conduire. Alors, 32 patients, ceux qui ont un H ou ceux qui n'ont pas un H, ils ont tous le même BMI. Donc, on voit la prise en gras,
la prise en acides gras saturés, les MUFA et les PUFA. Donc ceux qui n'ont pas NASH prennent davantage de polyinsaturés et moins d'acides gras saturés. Donc ça, première information. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on intervient au niveau de la diète? Alors 45 patients, un diabète, randomisé pour 8 semaines, pour une diète isocalorique qui contient beaucoup ou moins d'acides gras monoinsaturés, avec une différence aussi dans l'apport en sucre. Et on voit qu'on a un effet avec les acides gras monoinsaturés sur la graisse, dans le foie. On a une diminution, on n'a pas l'effet sur le poids, mais on a une diminution de la stéatose hépatique. Donc rien que des adaptations déjà jouent un rôle. Et si on regarde maintenant polyinsaturé et saturé, donc SFA contre PUFA, 2 études. Une étude ici avec une diète hypercalorique, 39 personnes qui ont reçu des muffins, soit avec de l'huile de palme, riche en acides gras saturés, soit avec de l'huile de tournesol, riche en PUFA. Et on voit qu'on a un effet sur la graisse. Dans le foie, sur la stéatose, il y en a moins quand on prend de l'huile de tournesol en comparaison avec l'huile de palme. Je vous rappelle qu'il y a énormément d'huile de palme dans nos aliments. Si on fait la même chose, mais avec une diète maintenant isocalorique, donc 67 obèses qui reçoivent les 2 types de diète, aussi, il n'y a pas de grande différence au niveau du poids, mais un effet au niveau de la stéatose hépatique. Donc, le type de graisse que les patients prennent joue un rôle de façon non surprenante sur leur stéatose. Les acides oméga-3, alors, quand on est effectivement limité dans la discussion et que le patient souhaite qu'on lui prescrive quelque chose, c'est la seule chose que je leur prescris actuellement, c'est les acides oméga-3. Il y a la vitamine E, c'est vrai, j'aimais bien. J'ai beaucoup prescrite, mais la vitamine E, elle a malheureusement été associée, comme vous le savez, à des hémorragies cérébrales et chez l'homme au cancer de la prostate. C'est probablement des associations statistiques pour lesquelles il n'y a pas de mécanisme et qui sont tout à fait discutables. Mais comme ces 2 situations qui sont pas dans la population, je suis un peu revenu sur la prescription de la vitamine E chez ces patients. En revanche, les acides oméga-3, ça, ce sont des choses qu'on peut leur prescrire. On leur explique que c'est des aliments qu'on trouve dans les aliments comme le poisson, les noix, et qu'on leur en prescrit davantage. Et ils sont preneurs, et ça a un effet. Alors ça, c'est une ancienne étude, 2012, revue la littérature, qui montre que quand on prend les acides oméga-3, on a effectivement une diminution significative de la stéatose. Ensuite, il y a eu cette étude très bien faite, publiée en 2014 dans Gastroenterology, avec EPA, 2 doses, 1800 et 2700, avec une analyse histologique et qui n'a pas trouvé d'effet sur la stéatose. En fait, c'est une étude qui est complètement négative. Alors, on peut discuter le fait de donner que de l'eicosapentalénoïque, ou bien peut-être que les dosages aussi n'étaient pas les bons. Mais cette étude est négative. Par la suite, il y a eu d'autres études qui ont quand même aussi montré un effet sur la stéatose. Donc, je pense globalement, c'est des composants qui sont tout à fait sûrs, qu'on peut prescrire et qui, dans mon expérience, ont un effet bénéfique. Ensuite, en termes de protéines, alors il y a relativement peu d'études là-dessus. Il y a une jolie étude qui compare les protéines d'origine animale avec les protéines d'origine végétale. Donc, ce sont des patients qui ont été randomisés de façon ouverte. Tous des patients avec un diabète de type 2 pour recevoir une diète riche en protéines animales ou une diète riche en protéines végétales. Dans les 2 cas, on observe une amélioration de la stéatose. Et en fait, il n'y a pas de différence si les protéines sont d'origine animale ou si les protéines sont d'origine végétale. Donc, un effet bénéfique sur la stéatose avec une augmentation du pourcentage d'apport en protéines. Et ça, c'est important parce que si on explique aussi à ces patients qui doivent perdre du poids et puis qui doivent faire de l'activité physique, si on veut favoriser leur musculature, il faut qu'ils aient suffisamment de protéines en apport. Alors, les sucres, ça, c'est le grand... Là où il y a le plus de données. Les sucres, alors c'est important. J'aime beaucoup cette citation de Lustig
qui a dit la nature a rendu le sucre difficilement accessible et l'homme l'a rendu accessible. C'est vrai que là, alors j'ai pas trouvé de carte plus récente. C'est 2012. Je pense que maintenant, ça doit être violet foncé partout. La consommation de sucre a vraiment explosé. Qu'est-ce qui est arrivé? Si on regarde historiquement, c'est relativement intéressant parce qu'il y a plusieurs grandes firmes du tabac qui, dans les années 80, ont acheté des firmes d'industrie agroalimentaire. Et ils ont utilisé un peu la même façon de faire dans l'industrie agroalimentaire. Et ils ont commencé à utiliser des produits comme le sirop de maïs riche en fructose. Donc, beaucoup d'aliments ont commencé à avoir du fructose libre. Hein. Et ce n'est pas une surprise que c'est au milieu, là, en 1980, que Ludwig, pathologue à la Mayo, a décrit pour la première fois la maladie. Donc, le fructose, il a des propriétés particulières qu'adore l'industrie agroalimentaire. Quand on prend du fructose, on a un sentiment de satiété qui est diminué. Donc, vous prenez votre Big Mac avec un gros verre de coca et vous allez reprendre un deuxième Big Mac. Hein, vous ne sentez pas que vous avez suffisamment mangé. Le fructose il est directement pris dans les hépatocytes et il est métabolisé en triglycérides. Il diminue l'oxydation des graisses, il augmente la production de produits d'oxygène toxiques et il augmente l'acide urique. Alors ça, c'est l'aspect métabolique. Maintenant, si on regarde au niveau clinique, on pourrait associer la consommation de fructose à l'hypertension artérielle, à l'infarctus du myocarde, à une dyslipidémie, parfois des pancréatites, à l'obésité, à une malnutrition, à la MASH, et il y a une forme d'habituation. Alors maintenant, si on change juste un mot dans le titre, et qu'on remplace fructose par alcool, c'est quasiment la même chose. Hein. Le fructose, en fait, d'un point de vue métabolique, il est très proche de l'alcool, et en termes aussi de conséquences cliniques. Donc on devrait considérer le fructose comme étant tout aussi toxique que l'alcool, ce qu'on ne fait pas pour le moment. Il y a quand même, en tout cas en Suisse, il y a eu quelques velléités politiques de diminuer la consommation de fructose. Mais là, vous avez le lobby des betteraviers qui monte au front. Hein. Donc, le fructose, c'est extrêmement toxique. Si on regarde la consommation de soda, et ça, c'est ce qu'il faut toujours demander aux patients, parce qu'on est surpris quand on a des patients avec des foie gras, c'est vraiment, il ne faut pas oublier de leur demander ce qu'ils boivent. Il y en a qui prennent beaucoup de soda. Alors, dès qu'on prend des sodas, on augmente son risque d'avoir une stéatose. Non seulement une stéatose, mais puisque c'est un produit toxique, aussi une fibrose. Si on commence à prendre des sodas tous les jours, on augmente son risque de fibrose hépatique. Donc, mais les quantités de fructose qui sont mises dans ces boissons, c'est vraiment inimaginable. Hein? Un verre d'eau, il n'y a rien. Et après, vous voyez la quantité de sucre qui a été ajoutée dans ces boissons. Donc, c'est conséquent. Bien sûr, si on intervient et qu'on diminue la consommation de fructose, alors on a tous des cas anecdotiques, hein, de jeunes adultes passant la journée sur les écrans avec des sodas. On leur dit d'arrêter avec les sodas, aussi un peu avec les écrans, et ils vont beaucoup mieux, tout se corrige. Donc là, c'est une petite étude de 41 enfants entre 9 et 18 ans qui, pendant 9 jours, juste pendant 9 jours, on a en fait diminué l'apport en fructose. Donc rien, le fait de diminuer, restreindre l'apport en fructose, on diminue déjà la stéatose. Et puis si on regarde au niveau de la synthèse des triglycérides et des acides gras dans le foie, il y en a une diminution significative. Donc vraiment un effet métabolique du fructose très important au niveau du foie. Alors qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la diète ou des diètes? Alors, bien sûr, on commence toujours par leur dire qu'il faut suivre une diète méditerranéenne. Hein. C'est surtout
partir à partir de produits frais, beaucoup de légumes, de fruits. Et ceci augmente l'oxydation des graisses dans le foie, diminue la lipogenèse, diminue les triglycérides dans le sang, un effet anti-inflammatoire et améliore la sensibilité à l'insuline. Alors, plusieurs études qui ont montré un effet bénéfique, dont celle-ci. 18 mois d'intervention, les patients avaient 27% de stéatose et ça diminue à 5% après 18 mois d'intervention. Donc ça marche, effectivement, ça marche. Et donc on arrive sur, par exemple, des recommandations comme ceci. C'est un très joli papier de Sven Franke pour les patients. C'est comment adapter ces modes de vie pour améliorer sa santé hépatique. Alors au centre, et je le répète, c'est quand même l'activité physique, très important. À gauche, pour la diète méditerranéenne, et à droite, vous avez ces produits ultra transformés. Alors qu'est-ce que c'est que les produits ultra transformés? Alors il y a une définition de l'OMS qui fait plusieurs lignes, comme vous voyez. En fait, les produits ultra transformés, ils contiennent des composants que vous ne trouvez pas dans votre cuisine. Globalement, c'est ça. Vous trouvez des choses comme le sirop de maïs, du fructose, des maltodextrines, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans sa cuisine. Moi, je trouve que la meilleure définition, qui dit plus un peu l'hypocrisie qu'il y a derrière tout ça, c'est que, au fond, c'est des aliments préparés industriellement pour enrichir leurs fabricants. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est les aliments ultra transformés. Est-ce que c'est important? Alors, d'un point de vue financier, c'est devenu vraiment extrêmement important. Et je vous rappelle, dans les années 80, c'est quand l'industrie du tabac a commencé à s'intéresser à l'industrie agroalimentaire. Et on voit que la part bleue, ici, qui sont toutes ces industries agroalimentaires de produits ultra transformés, c'est devenu un marché financier énorme. Les intérêts sont extrêmement importants et ils augmentent. Et ça marche. Ça marche. La moitié, plus de la moitié de l'apport énergétique alimentaire aux États-Unis, au Canada et en Angleterre vient de produits ultra transformés. En Amérique du Sud, c'est entre un cinquième et un tiers et ça fait qu'augmenter. Donc, on est de plus en plus exposé à ces produits. Or, ce sont des produits qui ont un haut apport calorique, sont très denses en énergie, sont riches en sucre, fructose, en mauvais acides gras, graisses saturées. Ils ont aussi beaucoup de sel. Ils sont pauvres en fibres, en protéines, ils ont peu de vitamines, ils ont peu de minéraux, donc ils n'ont pas une grande valeur nutritive de ce point de vue-là. Ils induisent une importante réponse glycémique, bonjour le diabète. Ils ont peu d'effets sur le sentiment de satiété, le fructose. Et puis alors, ils se consomment rapidement. C'est ça, ça aussi. Ça se consomme rapidement. Ça, c'est important. Parce que fast food, ça, c'est une étude que j'aime bien citer. Elle remonte à quelques années, mais je trouve que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on pourrait la faire. 16, en fait, c'était des étudiants de l'université. On leur demande d'augmenter leur poids corporel en mangeant 2 fois par jour un repas fast-food, en combinaison avec une diminution du sport. C'était approuvé par la commission d'éthique, quand même. Donc, ils ont pris plus de 6 kilos. Ils avaient presque tous des tests hépatiques anormaux à la fin et ils doublaient la concentration en graisse dans leur foie. Donc, oui, clairement, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, ce qui concerne manger vite, manger en moins de 5 minutes. Si vous réfléchissez, je suis sûr que ça vous arrive de temps en temps. Ça paraît très court, mais en fait, ça nous arrive. Donc là, c'est une étude chinoise, 1965 participants, ça vient d'être publié. Ils regardaient à l'ultrason s'il y avait un foie gras. Ils demandaient combien de fois les gens mangeaient en moins de 5 minutes. Moins d'1 fois par mois, moins d'1 fois par semaine, plus de 2 fois par semaine. Donc, on voit une association avec le foie gras
quand on mange vite. Alors ça, c'est probablement parce que quand on mange vite, c'est parce qu'on mange aussi des aliments ultra transformés. Hein. Si on commence à manger une salade, c'est plus difficile à manger en 5 minutes. Ils ont fait une petite revue de la littérature, ils ont trouvé une association entre la stéatose et le fait de manger rapidement. Voilà, les aliments ultra transformés, ils ont aussi probablement un effet addictif. Alors c'est plus complexe la discussion là, parce qu'il n'y a pas vraiment de composés qu'on peut mettre en évidence, mais il y a tous ces médias, ces titres qui disent que voilà, les aliments ultra transformés rendent au moins aussi dépendants que la cigarette ou l'héroïne. J'aime bien citer cette étude-là, relativement récente, 2022, parce que ça concerne des adultes. Hein, on ne parle pas d'adolescents, de jeunes adultes, c'est des gens entre 50 et 80. Hein, 50 et 80, on leur a donné ce questionnaire d'addiction, et puis on a regardé dans quelle mesure ils avaient une addiction à des aliments ultra transformés. Eh bien, 13% de ces adultes entre 50 et 80 remplissaient les critères pour avoir une addiction à des aliments ultra transformés. Et 44% avaient des symptômes liés à leur addiction, que ce soit le besoin de manger, les cravings, l'incapacité de diminuer, de contrôler, et puis avoir même des symptômes d'arrêt de la prise. Donc, oui, il y a une forme d'addiction à ces substances. Et quand on parle d'addiction, ça a un effet évidemment sur ces modes de vie, en particulier sur le sommeil. Et je reviens au sommeil. Très jolie étude française, hein, près de 39 000 participants dans cette Nutrinet Santé. Âge moyen 50 ans, 77% des femmes. Près de 20% de la population rapportait avoir une insomnie. Et l'apport alimentaire, 16% d'aliments ultra transformés. Après, ils ont regardé s'il y a une association entre le fait d'avoir des insomnies et de prendre des aliments ultra transformés. Donc, il y a une association significative, même s'ils contrôlent pour différents paramètres. Alors, ce n'est pas une causalité, on ne sait pas lequel cause l'autre, mais enfin, il y a une association entre les deux. Et si vous demandez à vos patients qui ont une stéatose s'ils dorment bien, alors bien sûr, il peut y avoir un syndrome d'apnée du sommeil, mais indépendamment du syndrome d'apnée du sommeil, souvent, ils vous rapportent qu'ils ont quand même des difficultés la nuit. Si on est un peu positif dans la discussion avec nos patients, ça c'est un point intéressant. Le jeûne intermittent, ça ils sont assez preneurs. Et ça c'est une chose que je discute souvent, surtout avec les patients qui ne sont pas diabétiques, en tout cas pas avec ceux qui prennent l'insuline. Le jeûne intermittent, ici ce que je veux dire, c'est ne pas prendre de calories pendant 16 à 18 heures. Hein? On peut boire bien sûr de l'eau, tisane, du café. Il ne faut pas rajouter de sucre, pas de lait. Mais on a comme ça 16 à 18 heures sans apport calorique. Pour notre foie, c'est le retour à l'Éden. Hein? C'est ce qu'il a connu pendant des millions d'années. Où on n'avait pas trop à manger. On n'était pas en situation post-prandiale. Donc le foie gère très bien cette situation. Et ce n'est pas si difficile à faire. Hein? Si vous mangez le soir à 20 heures, vous remangez le lendemain à 14 heures. Donc c'est faisable, c'est en tout cas socialement faisable. Et c'est intéressant, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le 1 ou 2 fois, juste pour voir. Parce qu'on se sent bien hein, quand on arrive aux 18 heures. On se sent étonnamment bien. On a beaucoup d'énergie. Donc, il y a de la littérature sur le sujet. Ça diminue les transaminases, ça diminue la stéatose et ça améliore aussi l'élasticité du foie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit sauter comme repas? Alors, là, il faudrait idéalement s'aligner sur notre cycle circadien. Et donc, le repas qu'on devrait sauter, c'est le repas du soir. En tout cas, il ne faudrait pas sauter le petit déjeuner. Parce que d'un point de vue métabolique, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Socialement, ça ne l'est peut-être pas, parce que c'est souvent le repas qu'on prend
seul ou à deux, mais ce n'est pas le repas de famille ou le repas social. Mais c'est quand même celui qui est important. Vous voyez ici la réponse en glucose. Alors, ceux qui prennent des petits déjeuners, ils sont en noir. Alors, c'est clair, on prend un petit déjeuner, on a une augmentation de la glycémie. Mais après, à midi et le soir, vous avez une augmentation moins importante de la glycémie que chez les patients qui sautent au petit déjeuner, qui ont une réponse en glycémie nettement plus importante à midi et le soir. Puis alors, en diabétologie, il y a une grande littérature sur ce sujet, où ils comparent ceux qui prennent des petits déjeuners avec ceux qui ne prennent pas petit déjeuner. Les patients qui sautent au petit déjeuner ont une augmentation du risque de développer un diabète. Donc, idéalement, il faudrait sauter le repas du soir. Alors, bien sûr, on peut combiner tout ça. Il y a quelques études, ça c'est une toute récente qui vient d'être publiée dans JA Patton. Encore une fois, c'est des études très difficiles à conduire. Donc, 8 patients dans le groupe contrôle, 16 dans le groupe traitement, 10 mois d'intervention. Ces patients, ils ont commencé à avoir de l'activité physique et ils ont mangé moins. J'entends, c'est clair, on s'y attend, mais au moins c'est quantifié. Hein. Sur toutes les mesures qui ont été faites, on a une amélioration. Hein. On perd du poids, on a une diminution de la résistance à l'insuline au niveau du foie, et puis on a une amélioration de l'histologie. Donc, ça marche très bien. Et il faut vraiment essayer de convaincre nos patients de commencer par là. Pour finir, le café. Là aussi, on dit aux patients jeûne intermittent, ça ils aiment bien. Puis après, quand ils disent qu'est-ce que je peux prendre, on leur dit le café. Et ça, ils ne connaissent pas, ils sont toujours très surpris. Alors, il y a toute une littérature sur les bénéfices du café. Pour le foie, c'est vraiment un breuvage hépatoprotecteur. Ce n'est pas la caféine. Hein. Décaféiné, c'est la même chose. Que ce soit un Ristret ou la façon dont le café est fait aussi ne joue pas de rôle. Mais le café, c'est très complexe. Hein. Il y a beaucoup d'antioxydants. Et donc, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui montrent clairement que quand on prend du café régulièrement, on diminue son risque de développer une maladie hépatique. Puis, un effet très marqué sur le cancer du foie quand on diminue son risque de moitié. Donc, en résumé, 25% de la population a un foie gras. On va s'efforcer d'éviter les acides gras saturés. On va vraiment diminuer au maximum la consommation de fructose libre, en particulier les sodas. S'efforcer d'avoir une diète méditerranéenne, essentiellement, c'est-à-dire cuisinée à partir de produits frais. Éviter les aliments ultra transformés. Et puis, on peut toujours aller vers le jeûne intermittent. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est passionnant. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle ou à distance. Docteur, bonjour. Merci pour cette superbe exposé. Très, très facile à comprendre. Je fais partie de SOS Hépatite Champagne-Ardenne. J'ai une question parce que vous avez légèrement dit que c'était peut-être addict le sucre, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est complètement dans l'addiction. Alors, oui. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mécanisme moléculaire derrière. Hein, au niveau cérébral. Mais il commence à y avoir des études qui s'intéressent effectivement à ces aspects-là. Mais je suis d'accord avec vous que d'un aspect clinique, qu'un point de vue épidémiologique, avec par exemple, comme l'étude que je vous ai montrée, il y a une addiction à ces aliments. Alors, quels sont les... Est-ce que c'est la dopamine? Est-ce que c'est la sérotonine? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est pas encore vraiment clair. C'est vraiment complexe parce qu'il y a probablement aussi plusieurs facteurs. On sait le dire pour l'alcool. Oui. Et dans l'alcool, il y a du fructose. Oui. Bon point. Bon point, absolument, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc il faut la faire de l'alcool sans alcool et sans fructose, c'est ça? Enfin, des vins, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, je travaille en hépatologie dans le service du professeur Lustorati. Je suis attachée de recherche clinique. J'avais une question par rapport au fructose.
Qu'en est-il de celui qu'on trouve dans les fruits, Ouais. justement? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, alors, tout à fait. Alors, si vous faites des jus de fruits, puis que vous cassez la structure du fruit, c'est pas une bonne idée, parce que là, en fait, vous perdez l'aspect complexe lié à des fibres de ces fructoses. Alors, les gens qui se disent c'est très sain, je prends 3 jus de fruits que je fais moi-même le matin, aussi d'un point de vue pour le diabète, c'est pas idéal. Mais alors maintenant, manger des fruits, après c'est comme toujours, c'est une question de bon sens. Il ne faut pas commencer à manger 4 kilos de pommes tous les jours. Mais manger des fruits, c'est très bien, très très bien. Et ça, je ne vais certainement pas dire qu'il ne faut pas le faire. Le fructose qu'il y a dans les fruits, il est vraiment pris dans des fibres et ce n'est pas du tout le même choc de fructose. L'absorption est différente. Absolument. D'accord. Absolument. Et une autre question concernant l'indice glycémique de certains aliments et de certaines farines, par exemple, farine blanche, farine complète. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est important. Je ne voulais pas entrer dans ces détails-là, mais je pense que c'est tout à fait important, oui. Mais alors après, si vous entrez... Alors, la question est bienvenue, mais dans ma discussion tous les jours avec mes patients, comme médecin, je ne vais pas aller dans là, mais c'est vrai que les diététiciennes ou les nutritionnistes vont là, tout à fait. Oui, parce qu'il y a quand même certaines farines qui sont quand même très riches en protéines, par exemple, et qu'on pourrait mélanger blanc complète ou blanc pois chiche ou blanche, etc. Vous voyez, absolument. Des choses comme ça tout qui à peuvent fait. quand même diminuer la partie glycémique et faire remonter un peu la partie protéique. Alors, absolument d'accord. Et puis, il y a effectivement beaucoup d'aliments qui sont aussi riches en protéines, qui ne sont pas forcément des ragoûts qu'on peut proposer à ces patients. Absolument, non, je suis bien d'accord avec vous. Tariq. Jean-François, merci pour cet exposé très clair, comme à ton habitude. J'ai une question pour les futurs traitements. Tu sais, dans les essais thérapeutiques, donc on dit le groupe du traitement actif est comparé au placebo, puisque dans le groupe placebo, en donnant des recommandations, les gens maigrissent, améliorent leur MASH. Et donc, quelquefois, on voit des études, et je suis un peu surpris, tu sais, 100 patients traités, 100 patients non traités, 30% dans le groupe traité ont une amélioration, et dans le groupe placebo, 20%. Et on dit résultat excellent, statistiquement significatif, 30% versus 20%, et le traitement est approuvé. Et on n'a pas intérêt à ce que le groupe placebo fasse trop de sport ou mange trop méditerranéen, donc si tu veux. Et donc, je voulais savoir ton idée sur comment serait remboursé, dans un pays où c'est la sécurité sociale qui paye tout, un nouveau traitement sur lequel, finalement, si on dit 30% versus 20%, si on traite 10 patients, il n'y en a que 1 sur 10 qui va bénéficier de ce nouveau traitement, puisque 2 sur 10 vont améliorer uniquement par les mesures génétiques. Donc, ton concept, ta façon de voir les choses dans l'avenir. Alors, très bonne question, Tariq. Alors, je peux parler du paysage que je connais, qui est le paysage suisse, où les GLP-1 agonistes, ils sont là, ils sont largement utilisés, ils sont aussi détournés, comme ça a été mentionné avant. Mais si le patient veut être remboursé pour recevoir un GLP-1 agoniste, il doit démontrer, et ça lui prendra plusieurs mois, qu'il a vu un endocrinologue, qu'il a vu un diététicien, qu'il a un suivi diététique, qu'il a probablement fait des exercices de sport, qu'il a fait tout ce processus que tu mentionnes, qui marche, effectivement, et on va s'éviter de traiter certains patients, parce que s'ils arrivent avec leur modification de mode de vie, eh bien voilà, et c'est seulement après qu'ils pourront avoir la caisse maladie qui leur rembourse le traitement. Tout à fait. Alors, les études cliniques, je suis bien d'accord avec toi, il y a probablement des bonnes molécules qui sont mortes parce que le groupe placebo était trop bien conseillé, mais c'est une limitation. C'est une limitation. Il y a certaines études cliniques qui recommandent d'avoir une phase avant d'entrer vraiment dans l'étude. Bon, on est tous d'accord qu'il y a des patients qui vont avoir besoin de médicaments. Et puis on sait à peu près lesquels c'est quand même. Ouais. On va enchaîner. Un grand merci encore. Mais je vous en prie. D'être venu. Merci à vous.